Hello les Nalidji, j'espère que vous allez bien et que ça brille de votre côté. Moi en tout cas ça brille. On se retrouve aujourd'hui pour notre émission Talichi, donc l'émission Confidence, où je reçois des personnes qui viennent raconter leurs histoires sur des sujets plus ou moins tabous. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Capucine, donc la fondatrice du média Over the Rainbow. J'ai bien dit? Ouais, Over the Rainbow, moi je le dis à la française. Ouais, je crois que j'aurais dû faire ça. T'inquiète. Ok. Et donc, on va parler des relations toxiques, donc ce qu'elle a vécu à l'adolescence. Salut Capucine. Salut, Ça trop va? contente de te voir. Pareil. Petite information, on a suivi un même programme, donc depuis on se soutient, on a notre petit groupe. Petite dédicace aux filles aussi, Oui. on leur fait un petit coucou et on espère qu'elles vont bien. Alors Capucine, est-ce que tu peux te présenter? Du coup, on a Lady qui te regarde. Oui. Du coup, je m'appelle Capucine, j'ai 24 ans, j'habite à Nantes. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux depuis bientôt 5 ans. Je fais du contenu d'actualité féministe, LGBTQ+, où en gros j'essaie de décrypter les actualités pour les rendre accessibles. Et à côté de ça, j'ai plusieurs autres métiers en fait. J'ai aussi cofondé une agence de communication. Donc voilà, j'ai des clients pour qui je gère la com. Et je suis aussi autrice et intervenante en milieu scolaire. Voilà. D'accord, je savais pas tout ça. Moi, je connaissais que la casquette de créatrice de contenu, mais c'est super. Ouais. Alors, il me semble, et tu me corriges si c'est faux, c'est que tu as créé ton média à la suite, en fait, de la relation toxique pour laquelle, voilà, tu as vécu ça. Et moi, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu le cheminement. Donc, comment ça a commencé, qui était cette personne, ce que tu as vécu, et jusqu'à ce qu'on arrive à la création, du coup, de ton média. Ouais. Alors, donc du coup, il faut remonter pas mal en arrière. Ouais. L'histoire, en fait, ça a commencé en 2013, donc j'avais 13 ans. J'étais en 4e et donc rentrée de 4e et je tombe dans la classe d'un garçon que je trouvais pas mal et tout, enfin bref, il me plaisait et en fait on était vraiment complètement différents tous les deux. Faut vraiment s'imaginer que moi j'étais la première de la classe, très sage. Voilà, l'intello, voilà, vraiment exactement ça. Et lui c'était plutôt le mec un peu cool, voilà, un peu bad boy, ça fait trop ringard voilà, de dire ça. J'allais dire, mais est-ce que c'était le bad boy, tu vois, ou pas? Voilà, c'est un peu ça. Okay. Et du coup, je le connaissais déjà un peu de vue, mais on s'était jamais parlé, quoi. Enfin, franchement, on n'avait rien à voir l'un avec l'autre. Et en fait, dès le premier jour, on s'est bien entendu et il a tout de suite un peu cherché à ce qu'on se parle, etc. Enfin, direct, il a commencé à me draguer, quoi, franchement. Okay. Donc moi, j'étais assez flattée parce que je me disais, ok, il est pas mal et tout ça. Ça te plaît, donc voilà, donc ça partait plutôt bien. Donc ça commence comme ça et assez rapidement on se met ensemble une première fois, donc en sachant que là on avait 13 ans, donc on était vraiment petits, quoi. Enfin voilà, c'était une première relation amoureuse. Moi c'était la première fois que je tombais vraiment amoureuse de quelqu'un et on reste ensemble 2 mois. Ça se passe assez bien, enfin rien à signaler, juste une petite amourette, voilà. Mais moi j'étais vraiment in love et au bout de 2 mois du coup il me quitte un peu du jour au lendemain pour une de ses ex. Voilà, super. Okay. Donc à 13 ans, il avait déjà des ex? Ouais, il avait déjà une ex, voilà. Donc il me quitte un peu du jour au lendemain. Donc évidemment, je suis triste. Voilà, quand on a 13 ans, qu'on vit sa première rupture, c'est la fin du monde, bien sûr. mais bon, on reste quand même en contact parce qu'on est toujours dans la même classe. Et pendant les 2 années qui vont suivre, on sera toujours pareil dans la même classe en 4e, 3e. Et il va un peu me faire tourner en bourrique. Clairement... il faisait bon après avec la fille ça a pas forcément duré, mais bon bref, il faisait un peu il s'intéressait à moi et puis en fait après non, il me voulait plus, enfin bon bref, il jouait un peu avec mes sentiments clairement. Donc moi j'étais toujours amoureuse, donc j'attendais qu'une chose, c'est qu'on se remette ensemble. Et on arrive à fin d'année scolaire 2015. En avril, j'ai la chance de partir en voyage avec ma famille et c'est trop bien, on part aux États-Unis pendant 2 semaines, donc genre vraiment le voyage d'une vie, quoi, c'était trop cool. Et là, le fait d'être au bout du monde et coupé de lui, parce qu'au final, pas d'internet, pas d'SMS ni rien, et du coup, je prends de la distance par rapport à tout ça et je me dis, ok Capucine, genre c'est bon, là tu vas avoir 15 ans, tu vas rentrer au lycée, tu vas avoir une nouvelle vie et tout, des nouvelles copines, ça va être une nouvelle ville, enfin vraiment faut que tu passes à autre chose, ce mec c'est bon, quoi. Donc voilà, donc quand je rentre des États-Unis, je me dis ça y est, c'est bon, je passe à autre chose, je l'ai oublié, on n'en parle plus. Okay. Et du coup
lui, à ce moment-là, quand il capte que moi, je veux plus de lui, et ben là, c'est là qu'il revient forcément à la charge. Et que donc, là, cette fois-ci, il revient avec un tout nouveau discours de... non mais en fait je m'étais trompée sur ton compte, t'es vraiment la femme de ma vie, à 15 voilà. ans. C'est un peu tôt, il était sûr de lui. Ouais. Donc voilà, au bout d'un moment je le laisse un peu mariner et puis finalement je retombe dedans parce que malgré tout j'étais toujours amoureuse de lui et je me dis vas-y je lui laisse une seconde chance, on verra jamais. bien, voilà, on sait jamais, peut-être que vraiment là il est plus sérieux et tout ça. Donc notre deuxième histoire commence, donc il y a les vacances d'été et tout, donc on se voit pas énormément. Mais au début ça se passe bien, enfin il est sympa avec moi et tout, rien à signaler. Et après le lycée débute, donc on est dans le même lycée, pas dans la même classe, et c'est là qu'il va commencer un peu à mettre des comportements toxiques en place. Donc en gros lui son truc c'était vraiment qu'on passe un maximum de temps ensemble. Fallait qu'on soit tout le temps dans ensemble. Dans tout. Ouais. Et tu vois au départ je me disais bon bah c'est parce qu'il est amoureux, c'est parce que c'est le début de notre relation, tu sais t'as un peu ce truc de se dire non mais une relation amoureuse ça doit être passionnel, surtout quand t'es jeune, tu sais ça on doit tout partager, voilà c'est ça. Donc du coup je me dis bon bah ok peut-être que c'est normal qu'il soit comme ça et que ça va passer quoi. Et ce que ça devient pesant parce que pour donner des exemples, au départ il veut qu'on mange un peu ensemble le midi et tout, donc sympa, et après ça devient en fait on va manger ensemble tous les midis et t'auras pas le droit de manger avec quelqu'un d'autre que moi. Voilà. Et ça fait ça sur plein de choses. Tu vois, il y avait le midi, il y avait le week-end, pareil, de temps en temps, au départ, comme toutes les filles de 15 ans, quoi, je passais des week-ends avec mes copines ou ce genre de choses. Non, en fait, il fallait que je reste avec lui le week-end aussi. Et pareil, après, le mercredi après-midi. Bref, en fait, tout mon emploi du temps devait tourner juste autour de lui. Donc c'était assez étouffant et il prolonge ça même au moment où il n'est pas avec moi physiquement, c'est-à-dire à l'internat parce que moi j'étais interne et lui non. Et du coup, à l'internat, on avait un peu des plages horaires pour travailler et tout ça. Et après manger et permanence le soir, on avait un moment plus de détente où on pouvait un peu faire notre vie avant de déposer notre téléphone et d'aller dormir, quoi. Et du coup, sur ce créneau-là, il a commencé à vouloir m'appeler tous les soirs. Voilà, et donc du coup, il m'appelait et il fallait que je reste au téléphone avec lui. Donc il fallait que je me dépêche d'aller prendre ma douche après la permanence et tout, et qu'ensuite je reste au téléphone avec lui jusqu'à ce que je rende mon téléphone. Et si entre-temps ta maman elle t'appelle ou ton papa? Ah bah non, c'était pas possible. Fallait que ce soit lui au téléphone. Donc après, si vraiment il y avait un truc, il allait dire bon vas-y, ok. Mais en gros pour lui, l'objectif, c'était que je reste au téléphone avec lui et que du coup, je puisse pas passer du temps avec mes copines ou pire encore, descendre et faire des jeux de société avec les gars de l'internat. Genre c'était en fait. Et les appels, ils duraient combien de temps? Bah du coup, je sais plus combien de temps ça a duré ce créneau, peut-être 45 minutes, 1 heure quoi. Oui, quand même. Alors qu'on avait rien à se dire parce qu'on passait toute la journée ensemble. Oui. Donc en fait, c'était juste un créneau horaire pour que il sache ce que je suis en train de faire quoi. Donc voilà, du coup je le vivais pas très bien, mais je me disais encore une fois non mais vas-y, c'est parce que c'est le début, ça va passer. Et puis en fait lui il retournait complètement la situation aussi, parce qu'en fait si moi je lui disais bah là ce soir j'ai pas trop envie de t'appeler et tout, il allait me dire ah ouais mais en fait t'es hyper égoïste parce que toi c'est bon, t'es avec tes copines et tout, alors que moi je suis tout seul chez moi, voilà. Genre il voyait pas ses copains. Voilà, bah non en fait vraiment pour lui c'était de ma faute si je voulais pas l'appeler, c'était moi la méchante quoi. Donc voilà, donc ça s'installe progressivement dans les premiers mois de lycée. Et rapidement quand même ça m'éloigne des autres, parce que du coup je suis plus là aux soirées pyjama entre filles, j'ai beaucoup moins de temps à consacrer à mes amis. Donc par exemple assez rapidement, je pense peut-être en octobre-novembre à peu près, je me sépare de ma meilleure amie, qui était ma meilleure amie vraiment depuis la maternelle, quoi. C'était vraiment une amitié hyper solide, et on n'était pas dans le même lycée, mais on était dans le même internat. Donc nous, c'était vraiment notre rêve de petite fille, quoi. On pouvait enfin habiter toutes les deux et tout, on était trop contentes. Et sauf que vu que j'étais plus du tout disponible, elle en fait, elle m'a dit ok, je me barre. Bah oui. Et moi à ce moment-là, j'ai pas du tout su voir
voir encore une fois le problème parce que j'étais dans mon truc de me dire non mais c'est parce que c'est une relation amoureuse donc c'est normal que ce soit un peu plus intense, ça va se passer après. Et du coup moi j'en ai voulu à ma meilleure amie de pas comprendre ça en fait. Surtout qu'à côté t'avais mon copain qui me disait non mais en fait c'est une gamine, voilà, elle comprend pas notre relation, elle est jalouse, etc., etc. Donc du coup, j'ai quand même perdu quelqu'un de très important très rapidement. Et puis après, globalement, j'ai gardé genre quelques copines, mais j'avais pas des liens intenses avec les autres, quoi. Genre mon seul lien, c'était lui et c'est tout, quoi. C'est tout. Donc voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'emprise a posteriori, c'est le fait de réussir à couper la personne des autres parce que clairement plus la personne va être isolée, moins elle va pouvoir après demander de l'aide aux autres. Voilà. Et puis il pourra faire ce qu'il veut en fait. Tout à fait. Donc ça c'est vraiment une première étape dans les violences conjugales qui se met en général en place assez rapidement. Après il y a eu d'autres types de violences qui se sont développées. Les violences psychologiques déjà, ça c'est vraiment la base. Enfin dans toutes les relations de violence conjugale il y en a. Donc par exemple ça pouvait être tout le temps faire des reproches. En gros moi j'étais jamais assez bien pour lui, donc ça allait être non mais là j'aime pas comment t'es habillée, là j'aime pas comment tu t'es coiffée, j'aime pas comment tu t'es maquillée, j'aime pas comment tu parles, j'aime pas ce que tu fais, enfin bref. Et il y avait des comparaisons avec d'autres femmes. Beaucoup de comparaisons avec d'autres femmes, j'étais jamais assez bien par rapport aux autres quoi, alors que bien sûr lui était extrêmement jaloux, donc moi je pouvais même pas juste voir un ami ou quoi que ce soit. Par contre, lui, il allait se permettre de faire des commentaires hyper dégradants sur d'autres femmes devant moi et moi, j'avais rien à dire. Donc voilà. Et puis des fois, ça pouvait aller loin dans le sens où il allait même m'insulter et tout, tu vois. Genre par exemple, si je mettais une tenue avec un décolleté ou une jupe, tu vois, direct, il allait dire « Ah, mais tu t'habilles comme et par contre si je m'habillais un peu plus sérieux là il allait me dire non mais t'es vraiment une coincée et tout, enfin bref, c'est pas satisfait en fait. Ah non, finalement on coupe en deux, donc là on met une jupe à gauche, un pantalon à droite, je sais pas, ça n'allait jamais, en gros c'était jamais assez bien pour lui. Donc voilà un peu pour les violences psychologiques, et ça c'est un peu tout le temps on va dire, c'est tout le temps en fond, t'as des trucs des fois aussi il y a des choses auxquelles on pense pas tout de suite dans les violences conjugales mais qui en font partie, c'est un peu vouloir faire du mal à l'autre. Si je donne un exemple, du coup comme je disais moi j'étais très scolaire, très bonne élève et tout, donc je me rappelle très bien en première, du coup bac de français, j'avais toutes mes petites fiches, mes petits machins et tout, et lui à un moment il était énervé pour une raison ou une autre et il avait pris toutes mes fiches et il les avait déchirées devant moi, une à une comme ça. Parce qu'il est énervé. Ouais, parce pas à cause de toi. Ah non, je sais même plus ce que c'était la raison, tu vois. Mais bref, il était frustré sur un truc et du coup, pour se venger, hop, il déchire tout devant moi. Une autre fois, par exemple, il m'avait poursuivi dans toute la maison avec un cadavre d'araignée. Pour me faire peur, parce qu'en fait il aimait voir que j'avais peur en fait, et genre lui il me disait non mais t'es pas drôle et tout, c'est juste pour rire, mais sauf que moi j'avais vraiment peur. Pourtant je suis même pas arachnophobe ou quoi, mais juste t'as un big cadavre d'araignée, tu veux pas l'avoir sur toi, c'est dégueulasse quoi, en fait. Oui. Et voilà, du coup il m'avait poursuivi dans toute la maison comme ça, et genre pour lui c'était une blague quoi, mais pour moi c'était pas drôle. Non. Donc voilà, ce genre de choses, tout ça, ça rentre aussi dans les violences psychologiques en soi. C'est vraiment essayer de faire du mal à la personne juste pour le plaisir. Et après, au niveau des autres types de violences, il y a eu aussi des violences physiques. Donc moi, à l'époque, quand je pensais aux violences physiques, je pensais que c'était des coups, des gifles, etc., des trucs hyper forts comme on nous montre souvent dans les campagnes de prévention et tout. Et au final, moi, c'était pas forcément ça que je vivais, donc c'est pour ça aussi que je me disais que c'était pas si grave par rapport à d'autres. Moi, par exemple, ça allait beaucoup être pincé. Me pincer l'arrière du bras notamment quand il était pas satisfait. La peau, ça fait mal. Ouais, ça fait mal et ça laisse des petits bleus en plus. Et sauf que c'est assez discret à faire. Donc tu vois, même des fois dans les couloirs du lycée ou quoi, s'il était pas content d'un truc, s'il était frustré, s'il était énervé, si je sais pas quoi, et du coup il allait faire ça en fait pour un peu me rappeler à l'ordre entre guillemets.
T'inquiète, je te surveille au loin. Je suis là, mais je suis pas là où je suis là, mais sans être là, quoi. C'est vraiment un truc de contrôle, quoi. De montrer que, en fait, faut que je file droit parce que, surtout que justement, quand il faisait ça, et que je me plaignais, il me disait non mais là c'est rien, donc file droit si tu veux pas que ce soit pire. Tu vois, c'était un peu une menace en gros. Là, c'est dingue. Donc voilà. Après sur les violences physiques, il y a aussi le fait de jeter des objets. Où c'est arrivé plusieurs fois. Par exemple, une fois, on était en vacances avec ma famille et en gros, on l'avait emmené avec nous. On était près d'Arcachon sur la dune du Pilat et tout. Parce qu'il faut savoir que mes parents l'adoraient. Parce qu'il était hyper gentil avec ma famille. Bah oui, voilà. Forcément. Il était adorable. Le meilleur profil, le meilleur comportement. C'est ça. Il était trop gentil avec ma famille et du coup, mes parents l'aimaient beaucoup. Donc, ils l'emmenaient avec nous et tout en vacances. Et donc à un moment, c'était éloignés tous les deux parce qu'ils voulaient que je le prenne en photo pour ses photos de profil. C'était Facebook à l'époque. Et en fait, il était pas content. La photo, ça lui allait pas et tout. Enfin bref, ça allait pas. Et au lieu de se dire bon vas-y, peut-être la lumière elle est pas dingue, l'appareil photo, enfin bon, bref, non, c'était de ma faute. C'était moi qui savais pas prendre des photos, qui était nulle parce que de toute façon j'étais bonne à rien, je savais rien faire. Enfin bon, bref. Le petit discours habituel. Donc moi j'encaisse et tout. Et à un moment il s'énerve encore plus et il prend sa chaussure et il me la jette dessus. Et donc elle est arrivée sous mon œil. Et moi je me rappelle très bien à ce moment-là, déjà j'ai eu mal forcément. Et surtout j'ai été choquée quoi. Je me suis dit mais à quel moment tu t'énerves à ce point juste pour une photo quoi. Enfin vraiment c'est complètement disproportionné. Et du coup directement il m'a dit bah là tu vas vite arrêter de pleurer en fait parce que on va retrouver tes parents dans 5 minutes donc évidemment tu vas pas leur dire que c'est moi qui t'ai fait ça donc tu vas trouver une excuse. Et en plus c'est pas lui qui te donne l'excuse. Ah non, c'était à moi de la trouver. Ouais, débrouille-toi quoi. Et donc je m'étais calmée et tout ça et vu qu'il y avait des arbres, j'avais dit à mes parents que je m'étais cognée dans une branche d'arbre et voilà et genre vraiment 10 minutes après ça, je me rappelle très bien que mes parents ils avaient fait une photo de nous deux où on est en mode hyper amoureux et tout, genre j'ai la tête sur son épaule et tout ça, alors que un quart d'heure avant il était en train de me jeter sa chaussure. Enfin pour dire à quel point c'est tellement spécial les violences conjugales parce que c'est du tout au tout quoi et du coup de l'extérieur tu peux pas forcément t'en rendre compte parce que un quart d'heure après on était en mode le petit couple mignon, c'est pas c'est rien passé. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, toi, dans ta tête, ça doit, en fait, tu dois dire, mais est-ce que c'est moi, je suis folle? Ouais. Ou, Bah oui, c'est ça. Et puis surtout que, en fait, à chaque fois, tu te dis, enfin, souvent quand même, on avait des discussions où je lui disais, des fois après des violences et tout, je lui disais, là j'en ai marre, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. En fait, moi je mettais pas le mot de violence conjugale dessus, mais je me disais quand même, c'est pas agréable quoi. Au bout d'un moment, je suis pas sûre que ça se passe comme ça dans tous les couples, tu vois. Et sauf qu'à chaque fois, il allait complètement retourner la situation. Pour que ce soit lui la victime, tu vois. Où il allait me dire non mais en fait t'es hyper égoïste, tu comprends pas que c'est plus fort que moi, je fais pas exprès d'être comme ça et tout, je m'en veux, machin, voilà. Et au final, le pire, c'est que des fois, il allait se mettre à pleurer, du coup. Oh là là, et c'était moi qui devais le consoler. Mais oui. Alors que et toi, quand tu pleurais, du coup, pas sa faute. Non. Bah après, des fois, ça lui arrivait quand même après des violences de me consoler et tout et de me dire. Mais en fait, il allait se mettre à pleurer et dire non mais en fait t'as raison, je suis une horrible personne. De toute façon, tu mérites mieux que moi. De toute façon, vas-y, quitte-moi, ma vie sans toi, elle aura aucun sens et tout. Et du coup, c'était moi qui le consolais et qui me retrouvais à le rassurer quoi. Oui, mais ça c'est pour te faire culpabiliser. Bah oui, totalement. Pour que toi tu te dis bon, c'est qu'une gifle, c'est qu'une chaussure. Oui, c'est ça. C'est pas grave, il a pas fait exprès. Et puis à chaque fois, la personne te dit, bah en fait, je vais changer, je te promets, je vais faire des efforts et tout. Là, c'était la dernière fois. Et du coup, toi, vu que t'es amoureuse, bah tu te dis, ok, je vais prendre sur moi encore un petit peu. Et puis en fait, les victimes de violences conjugales, elles ont énormément d'empathie, donc elles se mettent beaucoup à la place de l'autre. Et en fait, moi, à chaque fois, je me disais, bah c'est vrai en fait, je me remettais en question moi et je me disais, bah c'est vrai, peut-être que j'ai été pénible et que j'ai mérité qu'il me fasse ça.
peut-être que j'ai mal fait quelque chose, j'ai mal dit un truc. Au final, tu cherches toi-même des excuses oui, alors qu'il n'y a pas d'excuses. C'est ça. En fait, t'essaies de te persuader que y a bien une raison pour qu'il te traite comme ça, tu vois. Oh là là. Donc voilà. Et après, dernier type de violence aussi qu'il y a eu, c'était les violences sexuelles. Où là, du coup, c'était comme le reste, on va dire, de toute notre relation. Vu que c'était une personne qui supportait pas la frustration, et du coup, dans la vie sexuelle, c'était pareil, en sachant que en plus, c'était nos premières expériences à tous les deux parce qu'on avait 16-17 ans, quoi. Et du coup, même chose en fait. Au départ, ça se passait très bien, il y avait pas de souci. Et en fait, ça a été au fur et à mesure, si lui il voulait et que moi je voulais pas, en fait, il allait me dire mais t'as pas le choix en fait. Enfin, c'est comme ça. Et encore une fois, il retournait la situation parce que du coup, forcément, toi, quand t'es victime de violences sexuelles, au bout d'un moment, t'as plus envie, quoi. Non, en fait, t'as de moins en moins envie. Du coup, c'est un cercle vicieux parce que lui, il va de plus en plus se forcer. Et du coup, il retournait la situation en me disant, mais en fait, c'est toi qui as des problèmes, c'est trop bizarre de pas avoir envie, H24, de coucher avec son mec et tout. Et du coup, il me faisait culpabiliser comme ça. Et moi, je me rappelle très bien qu'à cette période-là, vraiment, dans ma tête, j'étais complètement matrixée et je me disais, effectivement, je dois avoir vraiment un problème, c'est pas normal. Et du coup, alors qu'au final, c'était lui qui était violent avec moi. En fait. Mais moi, dans ma tête, j'avais complètement accepté ce qu'il me disait et me disais, peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est moi la fautive dans l'histoire, etc. Donc voilà. Et du coup, ça a duré pendant quasiment 3 ans. Donc c'était long quand même. Au final, des fois on me demande, oui, est-ce qu'il y a des fois où t'as eu envie de partir et tout, mais en fait, comme je disais, il y avait des moments où on en parlait un peu, mais vu qu'à chaque fois il retournait la situation et tout, au final ça allait jamais suffisamment loin. Et en fait, moi j'étais dans un truc où aussi les victimes de violences conjugales, elles perdent toute confiance en elles. C'est-à-dire que moi, vraiment, la façon dont il me traitait, moi j'avais fini par le croire à 100% quand il me disait que de toute façon j'étais nulle, j'étais bête, j'étais moche, j'étais inintéressante et que si je le quittais, personne voudrait de moi. Leur phrase favorite. Mais oui, c'est ça. Et du coup, t'es dans ce truc de en fait, j'avais 15, 16, 17 ans, mais dans ma tête, si je le quittais, ma vie c'était fini après, quoi. Genre, je me disais 15 ans, c'est rien. Et sauf qu'en fait, quand t'es dans ce truc, déjà aussi t'es plus naïve forcément quand t'es ado, mais t'as ce truc de t'es tellement en fait manipulé et t'es tellement blessé et t'as tellement plus aucune confiance en toi que au final tu te dis que en fait, voilà, effectivement, si lui veut plus de toi, de toute façon tu mérites rien de mieux. Donc voilà un petit peu pour ça. Scolairement parlant, ça se passait comment? Est-ce que ça a eu un impact? Et tes parents, après je sais pas si t'as des frères et sœurs, mais ils ont rien remarqué? Ouais, alors très bonne question. Scolairement, effectivement, ça ne s'est pas vu du tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé. Mais en fait, faut se dire que moi, déjà, j'avais des facilités à l'école et tout. Je travaillais beaucoup. Et en fait, pour moi, c'était vraiment le seul truc où je pouvais un peu m'épanouir entre guillemets. C'était l'école, quoi. Donc au contraire, j'ai redoublé d'efforts. Et puis vu que de toute façon je sortais pas ni rien parce que je le voyais que lui, en fait les week-ends où on était ensemble, moi je révisais et tout. Enfin quand il allait au foot ou quoi que ce soit, moi je travaillais. Donc en réalité j'ai jamais eu d'aussi bonnes notes de toute ma vie que quand j'étais dans cette relation parce qu'au final j'étais vraiment focus. Et du coup effectivement ça s'est pas du tout vu. Alors que c'est vrai qu'il y a des victimes de violence où des fois, d'un coup tu vois elles peuvent avoir une dégringolade dans leurs notes ou quoi. Moi pas du tout. Ça a été l'inverse. Ou même physiquement, en fait. Elle se laisse aller, etc. Donc, pareil, moi, physiquement, je compensais beaucoup. Par exemple, quand j'avais des bleus ou quoi, j'allais les cacher avec soit du fond de teint ou alors juste, je faisais en sorte que ça se voit pas, quoi. Pareil, ça m'arrivait beaucoup d'avoir les yeux gonflés parce que ça arrivait que des fois, ils m'empêchent de dormir toute la nuit ou ce genre de choses. Pour rester au téléphone? Non, ça c'était plus quand il faisait du chantage pour avoir des rapports, par exemple. Ou si moi je disais non et que je résistais, il avait un truc, c'était de me forcer à rester à côté du lit. Qu'en fait, il me prenait tout, il me prenait mon téléphone. Ça aussi régulièrement, il fouillait dans mon téléphone. Il me prenait mon téléphone, il me prenait ma couverture, il me prenait mon oreiller et il me disait tu vas rester là. Allongé à côté du lit. Mais attends. Et tant que tu voudras pas venir avec moi et faire ce que je veux, tu vas rester là.
Et sauf que moi, au bout d'un moment, bah vas-y, je commence à m'endormir et tout. Et du coup, il m'empêchait de dormir. Donc par exemple, il allait prendre la lumière du téléphone et me la mettre dans les yeux. Si, ce genre de choses. Donc voilà, pour dire que ça allait loin quand même. Enfin, c'est vraiment de la torture, quoi, en vrai. Donc voilà. Donc du coup, ça arrivait souvent que j'avais les yeux gonflés, soit parce que j'avais pas dormi, soit parce que j'avais énormément pleuré. Du coup, je disais que je faisais des allergies, je mettais des lunettes de soleil. Enfin bref, en vrai, je faisais tout pour camoufler. Et puis des fois, quand il y avait des personnes qui voyaient, bah je trouvais toujours des excuses. Si on me disait t'as les yeux gonflés, je disais oui, je suis allergique à un truc. Alors j'avais jamais été allergique de ma vie, mais bon, tu sais, j'inventais. Si quelqu'un, genre surtout mes copines, quand elles voyaient mes bleus, je disais ah non mais c'est parce que je me suis cognée, je suis hyper maladroite, etc. En fait, je trouvais tout le temps des excuses. Et du coup, que ce soit mes copines ou ma famille, ils se sont jamais doutés de quoi que ce soit. Et du coup, dans ma famille, donc j'ai mon père et ma mère et j'ai une petite sœur et un petit frère. Et clairement, eux, ils s'en sont jamais doutés, quoi, mais vraiment pas. Parce que effectivement, lui, devant ma famille, il était hyper gentil. C'était le petit copain parfait. Ah mais quoi. Oui, tu vois, genre il allait jouer avec mon frère et ma sœur. Il était hyper poli devant mes parents et tout. Enfin, franchement, il y avait rien à signaler. Tu vois, a posteriori, oui, ils auraient pu se dire que on passait énormément de temps ensemble et tout ça, mais je pense que mes parents, ils étaient dans un truc où ils se disaient, bah, on lui fait confiance et on préfère que entre guillemets, il se voit chez nous et que voilà, on soit là plutôt que il se retrouve à se voir, je sais pas où, en cachette et tout. Voilà. On sait jamais quoi. Donc en soi, ils ont eu la bonne réaction. C'est juste que en fait, ils ont jamais pensé au fait que ça pouvait exister parce qu'ils savaient pas tout simplement que ça existait. Surtout chez des jeunes. Ouais, voilà, j'allais dire ça, surtout chez des jeunes en fait. Ouais. Et puis moi c'était la même chose en fait parce que de mon côté en plus, j'ai toujours été une personne assez engagée et tout ça, intéressée par les sujets féministes et tout. Et mais sauf qu'en fait, j'avais pas tous les éléments qui s'alignaient, tu vois. Parce que typiquement moi j'étais au lycée au moment de MeToo. Donc en fait, voilà, moi je savais ce que c'était, agression sexuelle, viol, etc. Je savais, tu vois. Même je me disais, mais elles sont trop fortes en fait, ces femmes qui prennent la parole, qui dénoncent et tout ça. Mais sauf que en fait, même en sachant ça, pour moi, du coup, ça se passait pas avec ton copain, tu vois. Donc j'avais pas ces éléments-là. Je me disais, ok, ça existe, mais c'est genre des gens que tu connais pas. Et du coup, bah, je savais que ça existait et pour autant, j'étais incapable de savoir que moi, c'était ça que je vivais. Et pareil pour le côté violence conjugale. Je savais ce que c'était. J'étais même assez engagée sur le sujet. Mais en fait, pour moi, les violences conjugales, c'était un couple adulte, marié, qui a des enfants. Et les violences, ça devait être super fortes, tu vois. J'avais un peu vraiment les images clichés qu'on a dans les campagnes de prévention où tu vois les femmes qui ont un œil au beurre noir, qui ont le visage en sang et tout. Je me disais, moi, tant que je suis pas comme ça, c'est que ça va. Ouais. Et pour te dire à quel point vraiment j'étais dans le déni, à un moment avec mon ex, on avait regardé une série qui s'appelait Big Little Lies, et c'est une série avec Nicole Kidman entre autres, où en gros elle joue le rôle justement d'une femme qui est victime de violences conjugales. Et du coup vraiment je me rappelle de regarder cette série avec lui et de me dire mais c'est fou quand même parce qu'il a des points communs avec le mari violent, mais j'arrivais pas à tout aligner, tu vois. Enfin, en fait il y avait un peu, mais même lui, tu vois, genre il regardait ça et il captait pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait... c'est normal pour lui de faire ça. En fait. Et en fait, j'ai l'impression, tu sais, il y avait un peu un sentiment de malaise quand on regardait. Mais moi, je me suis jamais dit, il est pareil. Je me disais, il lui ressemble un peu sur certains points. Mais en même temps, tu vois, le mec dans la série, il balançait la fille à l'autre bout de la pièce. Il allait, je sais plus exactement les scènes, mais c'était méga violent. Genre, elle était en sang et tout. Et puis, bah, c'était une maman avec des enfants. Et en fait, ce que tu n'avais pas, tu t'accrochais sur ça. Oui, c'est ça. Et du coup, j'essayais effectivement de me rassurer en me disant, moi, c'est pas ça. Après, je pense que honnêtement, si à l'époque, j'avais eu de la sensibilisation vraiment en me disant, tel signe, ça, c'est de la violence conjugale, parce que aussi les violences psychologiques, on n'en parlait pas trop. Et ça peut arriver très jeune, je pense que là j'aurais peut-être connecté quand même. Mais c'est vrai que 2013, 14, 15, c'était pas comme maintenant où non, là, ça y est, tout le monde est rodé. C'est mieux, mais même, tu vois, maintenant, quand j'interviens en milieu scolaire et tout, je vois les élèves, souvent, il y a plein de trucs, ils savent pas que c'est des violences conjugales, tu vois. Genre fouiller dans le téléphone de l'autre. Souvent, les garçons aussi, ils me disent, non, mais moi, j'ai le droit de dire à ma copine ce qu'elle a le droit de porter ou pas. Je suis là, non.
Non. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça où pour eux, c'est pas vraiment de la violence conjugale parce qu'ils ont encore ce truc de se dire non mais ça va tant que je la frappe pas, c'est bon. Et c'est pareil pour les violences sexuelles, tu vois. Il y en a plein qui se disent non mais les violences sexuelles, c'est un inconnu qui va t'attraper dans la rue et voilà. Et en fait, ils captent pas que s'ils font du chantage à leurs copines, si ils font leur ouin-ouin parce que elle veut pas coucher avec eux et tout, ils captent pas que ça c'est des violences sexuelles et que si elle cède, c'est qu'en fait il y a eu du chantage. Bah, c'est comme le viol conjugal, on dit bah non, c'est son mari donc il n'est pas question de viol. Bah, voilà, si elle veut pas. Tout à fait. Et du coup, tu vois, il y en a beaucoup encore qui captent pas ça, donc il y a encore énormément de travail à faire. Mais c'est sûr qu'il y a plus de choses maintenant qui sont faites quand même que moi à l'époque, alors que c'était il y a pas si longtemps. Mais du coup, voilà, pour te répondre, c'était le déni, quoi. Bah oui. Après, il y avait quelques amis, tu vois, qui s'étaient déjà questionnés parce que autant il était parfait devant ma famille, autant des fois devant mes potes, il était un peu lourd et des fois il allait mal me parler, tu vois. Et ça, c'est un truc que je dis souvent aussi en intervention qu'on peut repérer, c'est que souvent les personnes violentes, elles vont avoir tendance à humilier leurs victimes en public. En public, ouais. Du genre à faire des blagues pas drôles du tout, où on parle pas d'un couple qui se taquine les uns les autres et tout le monde rigole, mais vraiment un qui prend le dessus sur l'autre et qui dit des trucs qui mettent mal à l'aise l'autre et où tu vois la victime qui est limite les larmes aux yeux et tout ça. Bah, lui, il allait faire ce genre de choses. Et du coup mes copines des fois elles me disaient mais enfin trop bizarre, pourquoi tu dis rien alors que t'as du caractère, tu te laisses jamais marcher sur les pieds, enfin n'importe qui te parle comme ça, laisse tomber la personne, enfin tu la revois plus jamais près de toi quoi. Donc en fait elle me disait pourquoi est-ce que là tu dis rien. Et à chaque fois du coup moi je trouvais des excuses, je disais non mais en fait là c'est parce qu'il fait son intéressant parce que vous êtes là, mais en vrai il n'est pas comme ça, enfin tu vois je trouvais toujours des excuses. Et tu vois ça c'est un genre de signe qui peut facilement alerter et où pareil si on avait eu de la prévention sur le sujet et qu'on avait dit ça à mes copines, bah peut-être qu'elles aussi elles auraient pu connecter et vraiment me dire mais je pense que là ce que tu vis c'est pas normal, c'est des violences conjugales etc et peut-être que ça m'aurait aidé à partir plus tôt. Mais est-ce qu'il y avait quand même une copine ou une personne qui l'aimait pas? Parce que tu sais ce genre de personne, il y a toujours une personne qui a grillé comment il était et comme lui il sait que cette personne-là a grillé, du coup il déteste en fait cette personne. Bah en soi il y avait ma meilleure amie au départ quoi, qu'il a réussi à éliminer. Mais après mes copines elles étaient pas hyper fans de lui. Après avec le temps ça allait tu vois parce que bon en soi moi de ce que je leur disais elles avaient l'impression que j'étais heureuse tu vois donc elles étaient pas fans de lui parce que elles trouvaient qu'on passait pas assez de temps ensemble à cause de lui, mais en même temps elles le détestaient pas, enfin ça allait tu vois, elles étaient mitigées on va dire. Ok. Et bah du coup la rupture comment tu t'es débarrassée de ce sac? Bah ça a pas été simple. En gros ce qui s'est passé c'est qu'il m'a trompée. Qui arrive très souvent dans les relations de violence conjugale. Voilà, lui qui était absolument obsédé par le fait que apparemment j'allais le tromper avec toute la terre alors que je pouvais même pas respirer sans lui, donc ça aurait été un peu compliqué. Et en fait, il m'a trompée. Donc je l'ai appris en avril 2018. Donc ça allait faire 3 ans. Ça allait faire 3 ans qu'on était ensemble. Et du coup, en fait, ce qui se passait, c'est que je trouvais qu'il était un peu bizarre depuis quelques semaines. Du genre, il avait coupé toutes ses notifications de son téléphone, il cachait tout le temps son téléphone et tout, alors qu'avant, il faisait pas ça. Donc, je trouvais ça un peu chelou. Et du coup, au bout d'un moment, je l'ai confronté et tout. Et bref, au bout d'un moment, j'ai réussi à capter que, en fait, il était en train de parler à une autre fille, qu'ils étaient en gros en train de flirter par message, quoi. Et du coup, je lui ai dit, bah, en fait, ça c'est de la tromperie. Enfin, t'es en train de draguer une fille, je suis pas d'accord, quoi. Et en plus de ça, cette même soirée, il m'a avoué que, en fait, il m'avait aussi trompée. Il y a quelques mois, à la soirée du Nouvel An, que pour une fois on n'avait pas fait ensemble, et qui m'avait trompée avec une fille que je connaissais, etc. Et dès le début, ça m'a paru un peu louche cette histoire. Et au final, après, j'ai appris qu'en fait la fille n'était pas du tout consentante, qu'elle était complètement ivre et qu'il avait abusé d'elle, voilà. Et lui, bien sûr, il avait tout retourné. Hein. Il m'avait dit que c'était elle qui l'avait chauffé, etc., etc. Je lui disais mais trop bizarre parce que la fille, je la connaissais et tout, et c'était vraiment pas dans son caractère, quoi. Donc je trouvais ça très chelou. Mais bon, bref. Donc à ce moment-là, je lui ai dit c'est fini en fait, parce que je lui avais toujours dit si tu me trompes, c'est vraiment un truc, je te pardonnerai pas et tout. Mais je lui ai dit c'est fini, genre t'as en plus pas
une fois, deux fois, genre, tu veux quoi? Et en plus, dans l'une des deux, t'as abusé. Mais oui, c'est ça. Bon, à ce moment-là, je savais pas, mais je sentais qu'il y avait un peu anguille sous roche. Et en plus de ça, ce que j'ai pas précisé, c'est que là, cette période où il était en train de parler à une autre fille, moi, il y a 2 semaines, je venais de perdre ma grand-mère. C'est-à-dire que j'étais vraiment au bout, quoi. J'étais hyper mal. Et genre, lui, il me consolait et en même temps, il draguait une autre fille. Enfin, vraiment, en fait, tu vois, ça a été un peu le truc où je me suis dit, mais en fait, ce type, il a vraiment pas d'empathie. Il s'en fout. C'est un monstre, quoi. C'est horrible de se comporter comme ça. Donc, je l'ai quitté. Au départ, bon, il a un peu pété son câble et tout, mais bon, ça allait. Et la semaine juste après la rupture, en vrai, bon, moi, j'étais vraiment mal parce que, bah voilà, tu te dis, il y a 3 ans de ta vie qui sont un peu mis à la poubelle et voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est séparés, j'ai fait une amnésie traumatique, c'est-à-dire que je me rappelais plus du tout des violences. C'était trop bizarre, mais en gros, quand je repensais à la relation, etc., j'avais un peu un sentiment de malaise, de, tu vois, pas être bien, mais c'était très flou, en fait, un peu comme un brouillard, et j'arrivais pas à me rappeler exactement ce qui s'était passé. Donc j'avais un peu un sentiment bizarre. Et lui, la première semaine où on s'est séparés, il était en mode insupportable. Enfin, il faisait tout un peu pour me attirer ton attention. Voilà, pour attirer mon attention. Mais lui, il était persuadé que j'allais revenir parce qu'en fait, pour lui, j'étais son jouet, quoi. Et je pouvais pas vivre sans lui, tu vois. Et au bout d'1 semaine, moi, j'ai commencé à me sentir mieux. Et je me rappelle que je me suis dit, mais c'est bizarre parce que franchement, une relation de 3 ans et tout, bon, normalement, tu mets un peu de temps à t'en remettre, quoi. Voilà, pas au bout d'1 semaine. Voilà. Et là, vraiment, je me sentais, mais soulagée d'un poids, quoi. Et vu que je me rappelais pas des violences, je comprenais pas pourquoi. Limite, je culpabilisais, tu vois. Je me disais, mais je suis horrible, là, à me sentir bien. Et lui, à ce moment-là, bah alors là, par contre, il a vrillé parce qu'il s'est rendu compte que, bah, en fait, j'allais pas revenir. Et du coup, à ce moment-là, il a commencé à me faire du chantage, à me menacer, à me harceler tout le temps. Il m'envoyait des messages, des appels, des trucs. En plus de ça, on était dans la même classe. Donc, je te laisse imaginer l'ambiance. C'était pas terrible. Il envoyait des messages à ma famille en leur disant que j'étais la femme de sa vie, qu'il fallait que je me remette avec lui. Il m'a fait du chantage au suicide en me disant que si je revenais pas, il allait se suicider et que ce serait de ma faute. Désolée, mais va, tout le monde sera tranquille. Donc franchement, c'était vraiment compliqué. En plus de ça, bah du coup, il séchait les cours et tout, et du coup les profs me demandaient de prendre ces trucs pour lui. Alors que bon, il savait qu'on n'était plus ensemble, mais bon. Parce que oui, même les profs. Bah, oui. Oui. Mais du coup, c'était un peu gênant. Et puis tu sais, encore une fois, c'était un peu moi qui passais pour la méchante parce que moi, je me sentais bien. Et tout le monde me disait, mais c'est dingue, on t'a jamais vue aussi heureuse, tu vois. Et j'étais là, ah ouais, je comprends pas pourquoi. Mais tant mieux en fait. Et du coup, tu vois, lui, il était vraiment au fond du gouffre. Et du coup, je passais un peu pour la meuf qui s'est remis en 2 secondes de sa rupture, alors que son ex, il est pas bien, quoi. Et vu que personne savait ce qu'il m'avait fait, bah, tu vois, d'un regard extérieur, tu te dis, bah, c'est un peu bizarre. Ouais, quand c'est même. de sa faute, voilà. elle a fait du mal. Donc voilà, les mois sont passés. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis liée avec un gars qui était dans ma classe. Où au départ on s'est parlé juste comme ça et après au final on a créé une petite relation. C'était vraiment plus une relation, enfin c'était pas de l'amour mais c'était vraiment de la tendresse et ça m'a fait beaucoup de bien parce que en fait ça m'a permis de voir que je pouvais plaire à quelqu'un. Donc en vrai ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a aidé à pas revenir avec lui parce que franchement sinon c'était dur quoi, parce que il était vraiment tout le temps sur mes côtes et puis moi j'étais encore sous emprise pendant plusieurs mois après, donc en fait je continuais à avoir de l'empathie pour lui, si bien que typiquement, tu vois, pour mes 18 ans, qui était du coup 1 mois après notre rupture, je l'ai invité. Je l'ai invité, hein. Mais oui, parce qu'en fait, je me disais, mais il y a tous nos amis et tout, et lui, il me faisait trop de peine en fait, parce que tu vois, il était vraiment en mode dépressif, tu vois, et à cause de moi, parce qu'on n'était plus ensemble. Et du coup, je me disais, bon bah vas-y, je vais quand même lui dire de venir et tout, donc il m'avait fait tout un cinéma pour que je me remette avec lui, enfin bon, bref. Attends, et la personne avec qui t'étais, elle était là aussi? Ouais, mais enfin nous, on n'était pas, c'était pas ouvertement, c'était caché. Ok, j'allais dire, c'était un petit truc. provoquer la table en face. Non, parce que sinon, laisse tomber justement.
justement, moi, je voulais pas que ça se sache parce que bon, déjà, on n'était pas en couple et tout. Enfin, c'était juste comme ça. Et surtout, enfin, déjà, en vrai, je voulais pas lui faire de la peine. Enfin, je savais que ça allait lui faire de la peine et vraiment, c'était pas mon but. Je voulais pas me venger. Est-ce que t'es sûre que ça allait vraiment lui faire de la peine? Bah, en vrai, ça l'aurait plus énervé parce que il se serait dit, vas-y, elle a retrouvé quelqu'un et ouais, rapidement. Et moi, je suis là encore. Moi, je suis tout seule. Donc non, bien sûr, il ne le savait pas. C'était une période très bizarre, hein, vraiment. J'imagine. Donc voilà. Et puis au final, l'année scolaire se termine. On passe le bac. Moi, le bac, nickel et tout. Lui, il ne vient pas à plusieurs épreuves. Du genre à une épreuve un matin il m'appelle, il me dit oui, il y a personne pour m'emmener, comment je vais faire et tout, et moi encore trop gentille, je dis bah t'inquiète, on va pas se prendre avec mon père. Voilà, parce que en fait je me disais mais vas-y, il va rater son bac, il va dire que c'est de ma faute quoi. Tu vois, ouais, je le j'avoue, sentais c'est venir. jamais. Non, mais c'est vrai. Et bah, c'est ce qu'il a fait, figure-toi. Parce que au final, bon, là, je l'avais emmené, mais il s'est pas rendu à d'autres épreuves où il m'avait même pas dit. Du coup, évidemment, il a pas eu son bac. Quand tu as pas la moitié des épreuves, oui, ça pas. Et du coup, c'était de ma faute, quoi. Genre vraiment, en mode parce que, bah, il était trop triste à cause de moi, quoi. Donc voilà. C'est des gens, faut les enfermer, hein, franchement. Donc l'année scolaire s'est terminée comme ça, et puis heureusement ça se finissait. Donc après on allait plus se voir. Moi encore dans mon élan de gentillesse, je lui ai donné toutes mes fiches de révision de l'année de terminale, me disant comme ça tu pourras les garder pour l'année prochaine. Voilà. Tiens, souvenir. Vas-y. Voilà. Et puis bah après moi de mon côté, bon avec l'autre gars là c'était fini. Et quelques semaines après j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Qui s'appelle Maxime, et là du coup je suis retombée amoureuse et cette fois-ci dans une relation très saine et très normale et où tout se passait bien et où tout s'est toujours bien passé parce que ça va faire 7 ans qu'on est ensemble donc ça dure. Et sauf qu'en fait du coup c'est en commençant une nouvelle relation que là j'ai commencé à avoir l'amnésie qui s'est levée en fait et à avoir les flashbacks des violences. Donc du coup ça s'est passé l'été 2018 quoi où j'ai commencé à me rappeler de tout ça. Donc c'était un peu compliqué, enfin ça s'est manifesté d'abord beaucoup par des cauchemars. Et du coup, j'avais du mal à savoir si c'était la réalité ou pas, tu vois. Vu que ça venait dans mes cauchemars, je me disais, mais est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Est-ce que c'était très confus dans ma tête? Et mine de rien, au bout d'un moment, j'ai quand même réussi à me rappeler un peu de tout. Donc, c'était compliqué cette période parce que d'un côté... j'étais trop contente d'avoir trouvé quelqu'un qui enfin était gentil avec moi et qui m'aimait correctement. Et en même temps, bah, j'étais encore dans ma relation d'avant parce que j'avais ces cauchemars-là, j'avais du stress post-traumatique et tout. J'avais beaucoup d'anxiété, enfin j'étais vraiment pas bien. Donc c'était un peu dur psychologiquement. Et en plus, j'osais en parler à personne. Donc j'en ai parlé uniquement à Maxime sur le coup. D'accord, voilà, j'allais te poser la question. Donc lui, pareil, enfin, tu sais, bizarre de commencer une relation avec une fille. T'es là, on avait tous les deux 18 ans, on était des bébés en vrai et en plus tu dois gérer le fait que ta copine a été victime de violences conjugales et qu'elle essaie un peu de te remettre en route. Donc c'était un peu complexe et au final lui il m'a vraiment poussé à me faire aider et tout ça parce qu'il a vu que c'était grave et qu'il pouvait pas m'aider en sachant que lui il venait d'une famille où sa mère avait été victime de violences par son géniteur. Donc du coup il savait un peu ce que c'était, plus que moi en vrai. Et du coup bref, les choses se sont passées, j'ai fini par appeler le 3919 à un moment. J'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que pour moi, le 3919, c'était le numéro pour les femmes victimes de violences conjugales. Moi, j'étais pas victime de violences conjugales. Tu vois, vraiment, j'étais encore dans le déni. Et après, fin d'année 2018, je me suis rendue à Solidarité Femmes, à Nantes. Et du coup, il y avait un groupe de parole, en fait, tous les samedis matins. Donc, j'y suis allée un matin. Je me rappelle, j'étais terrorisée. Genre, vraiment, c'était horrible pour moi de faire ça. Et au final, du coup, il y avait juste une autre femme qui était là. Et elle a commencé à parler et en fait en l'écoutant vraiment même si elle était plus âgée que moi, qu'elle avait eu un enfant et tout avec son agresseur, en fait j'ai compris un peu tu vois les mécanismes, les trucs oui le chantage, la manipulation, tout ça. En fait je me suis reconnue dans son témoignage. Donc après pour la première fois j'ai tout raconté ce que j'avais
j'avais vécu, donc c'était horrible, je faisais que de pleurer et tout, mais en vrai ça m'a fait vraiment du bien. Et puis surtout les bénévoles qui étaient là, bah elles m'ont expliqué les choses, tu vois, elles ont mis des mots, elles m'ont dit mais ça là ce que tu me décris, ça c'est de la violence psychologique, ça c'est de la violence sexuelle, ça c'est de la violence physique. Et elles m'ont expliqué aussi pourquoi c'était difficile de partir, l'emprise, le cycle des violences, enfin en gros elles m'ont vraiment donné tout des solutions. quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup dans ma tête, j'ai commencé à me dire ah OK, bah du coup, il s'est bien passé quelque chose. Genre, je suis pas complètement folle, parce que moi, j'avais l'impression que je devenais folle, tu vois. Oui, à force, oui. Et donc du coup ça m'a vraiment aidée à comprendre que j'avais été victime de violences conjugales. Donc du coup là on était fin 2018 et elles m'ont donné le numéro d'un psychiatre à Nantes en me disant on le connaît, on le recommande souvent, va le voir, il va t'aider pour le stress post-traumatique et tout. Et donc après j'ai commencé tout un parcours plus de guérison psychiatrique, psychologique et tout, où j'ai vu du coup ce psychiatre, j'ai vu une psy, j'ai vu une hypnothérapeute, j'ai vu une sexologue, enfin franchement j'ai vu plein de monde. Non mais tant mieux pour un peu déconstruire et reconstruire, te reconstruire. Parce qu'en fait il y avait tout à faire. Enfin moi j'étais vraiment pas bien. Déjà j'avais énormément de culpabilité et ça m'a poursuivi quand même pendant plusieurs années après la rupture, de vraiment revoir certains événements, tu vois, et de me dire d'avoir toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait c'était de ta faute, c'était de ta faute, c'était de ta faute. Et du coup c'est vraiment dur ça en tant que victime de réussir à passer au-dessus ça. Donc ça vraiment j'ai eu besoin de beaucoup de travail psychologique là-dessus. J'ai eu aussi besoin d'aide parce que mentalement j'allais vraiment pas bien. Enfin j'ai fait une dépression et tout. J'étais vraiment mal. Et puis aussi d'un point de vue au niveau du corps quoi, parce que mon corps en fait je faisais tout le temps de la dissociation. Donc j'avais l'impression, j'arrivais plus à me reconnecter à mon corps, à mes sensations et tout. Donc c'était très compliqué. Et au final tous ces professionnels quand même m'ont vraiment aidé. Et du coup, ça nous amène en 2020, donc 2 ans après la rupture, où c'est là que j'ai décidé de créer Over the Rainbow. En sachant que au tout départ, j'avais pas du tout prévu de le faire pour parler de ce que j'avais vécu et tout. Pour moi, j'étais pas du tout prête à ça encore. À ce moment-là, j'en avais même pas parlé à mes parents encore. Ah ouais? Ouais, toujours pas. Ouais. Donc tu voyais les psychologues et tout ouais, en cachette. En cachette. Bah en fait, vu que j'étais mes parents, ils habitent plus en campagne. D'accord. Et moi, j'étais du coup à Nantes pour mes études. OK, ouais. Et du coup je faisais ma vie quoi, mais je me rappelle, j'étais hyper stressée à l'idée qu'ils puissent le savoir et tout. Puis surtout tout ça ça coûte cher donc oui. En fait pour la psy, j'avais réussi à avoir, vu que j'étais à l'université, il y avait le service de santé étudiant, donc c'était gratuit. D'accord. Donc j'avais réussi et puis sinon je mettais un peu d'argent de côté, mon argent quand je bossais l'été et tout pour pouvoir faire ça. Donc voilà, c'était un peu galère. Et donc ouais, en 2020, je me suis dit en fait entre 2018 et 2020 du coup après les violences, moi je me suis beaucoup plongée dans le féminisme parce que j'y trouvais beaucoup de réponses à mes questions aussi, tu vois. Justement en tant que victime, ça m'a vraiment aidée à comprendre le milieu féministe, toute l'atmosphère de soutien des victimes et tout, ça m'a vraiment été très précieux. Et du coup, j'avais aussi envie de faire quelque chose sur le sujet, je savais pas trop quoi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, moi, ce que j'adore faire, c'est interviewer des gens. Donc, je vais je vais donner la parole à des femmes pour qu'elles me racontent leurs histoires. Et au départ, je voulais le faire à l'écrit sur un blog parce que de base j'étais plus littéraire. Et Maxime m'a dit ouais non ça va pas marcher un blog. Là c'est pas trop. Faudrait plus un truc sur les réseaux. Surtout 2020 maintenant les blogs. Voilà c'est ça. Ça commence un peu passé. Ouais. Et lui il écoutait beaucoup de podcasts et du coup je me suis dit tiens pourquoi pas essayer ce format là. Et donc je me suis lancée comme ça en juin à faire des interviews et au final en donnant la parole à ces femmes, je me suis rendu compte que déjà c'était hyper thérapeutique pour elles de venir en parler et que en plus ça aidait les gens qui avaient vécu des trucs similaires parce que du coup ils arrivaient à s'identifier. À s'identifier, exactement. Voilà, c'est ça. Et du coup je me suis dit peut-être que je pourrais aussi parler de ce que j'ai vécu moi. En sachant que du coup c'est à l'été 2020 que j'en ai enfin parlé à mes parents. Alors ils ont réagi comment? Ça a été compliqué. Franchement, déjà j'arrivais pas à leur dire. En fait, d'abord je l'avais dit à ma petite sœur. Parce que en fait elle avait l'âge que moi j'avais quand ça a commencé et du coup pour moi genre c'était impossible de me dire
que je la prévenais pas, tu vois. Je me disais, si jamais il lui arrive la même chose, enfin, je m'en voudrais toute ma vie. Donc c'est pour ça de base que j'en avais parlé à ma sœur, et après du coup elle m'a un peu aidée parce que clairement moi j'arrivais pas du tout à le faire. On est dans une famille assez pudique, tu vois, on se raconte pas trop les trucs, et du coup elle a un peu forcé le truc en disant à ma mère, Capucine elle a un truc à te dire. J'étais là, ok, merci la petite sœur. Et au final, du coup, j'ai discuté avec ma mère et franchement, j'arrivais pas à le dire. Du coup, je lui ai fait deviner. Et au bout d'un moment, elle a fini par trouver. Et elle a été hyper surprise forcément. Enfin, elle s'y attendait pas du tout, vraiment. Et du coup, forcément, elle était choquée, quoi, de se dire, il s'est passé tout ça et on l'a pas vu et tout. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais pas aussi en parler à mes parents parce que je savais que du coup, ça allait les faire culpabiliser. Sauf que moi, je voulais pas qu'ils culpabilisent parce que c'était pas de leur faute et que de toute façon, je leur avais caché. Donc en vrai, ils auraient pas pu le savoir parce que moi, je mettais toute mon énergie à faire en sorte qu'ils puissent pas du tout le deviner, quoi. Okay. Donc voilà, à ce niveau-là, ouais. Et donc, maintenant, tu as créé le média. Ouais. T'as commencé à interviewer des femmes. Et du coup, donc fin 2020, j'enregistre un premier épisode où je raconte moi ce que j'ai vécu. Donc première fois que j'en parle publiquement. Donc j'étais un peu stressée de le faire, mais en même temps je me disais, vas-y, en vrai, il y a personne qui parle des violences dans les jeunes couples, alors que si ça se trouve, on est plein à le vivre, tu vois. Oui. Donc je sors ça et au final, effectivement, il y a plein de personnes. Donc à l'époque, j'avais vraiment une toute petite audience. En vrai, les gens qui m'écoutaient, c'était des connaissances ou des gens qui étaient au lycée et tout. Et du coup, j'ai plein de filles qui étaient au lycée avec moi qui me disent, mais moi, j'ai vécu la même chose en même temps que toi, avec quelqu'un d'autre et tout. Et je me dis, waouh, mais c'est fou. En fait, tous les jours, on se croisait dans les couloirs, on se voyait et tout ça. Et on vivait la même chose et personne nous a prévenus, tu vois. Du coup, ça m'a, genre, à la fois, je me suis dit, ok, enfin, tu sais, t'as un peu un truc de soulagement de te dire, je suis pas toute seule, il y en a d'autres qui ont vécu comme moi. Et en même temps, t'as ce truc où t'es en colère parce que tu te dis, mais pourquoi personne nous prévient, en fait? Enfin, c'est abusé. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté quelques médias locaux et j'aurais dit, écoutez, entre-temps, j'avais sorti un post aussi sur Insta qui avait bien marché et j'aurais dit, écoutez, j'ai parlé des violences que j'ai vécues quand j'étais ado et en fait, il y a plein de gens qui me disent qu'ils ont vécu pareil, donc pourquoi on n'en parle pas? Enfin, au bout d'un moment, faut faire un truc, quoi. Et du coup, j'ai commencé à ce moment-là à faire quelques interviews pour des médias et en parallèle de tout ça, j'avais déposé plainte. En même temps, à peu près, à cette période-là. Donc, ça s'était pas horriblement mal passé, mais ça s'était pas non plus bien passé. Enfin, c'était toujours éprouvant, la plainte, quoi. J'étais restée plus de 4 heures dans le commissariat face à une policière qui était hyper froide et... Enfin, tu sais, en fait, t'es en train de livrer les trucs les plus intimes de ta vie et t'es face à quelqu'un qui est vraiment en mode mur, quoi. Donc, c'est pas du tout agréable. Et en plus, les questions qu'on te pose, franchement, en fait, t'as l'impression que c'est toi le problème. Ouais, ils sont contre toi. Non, mais vraiment. Genre, on me demandait, mais des trucs en plus où je me disais, mais c'est quoi le rapport? Du genre, c'est quoi mon orientation sexuelle? C'est quoi, c'est quoi mes pratiques sexuelles? Non, mais des trucs, tu vois, où je me disais, mais ça, c'est quoi le rapport, en fait? Enfin. Déjà, t'as 15 ans, donc. Mais oui. Mais enfin. C'était vraiment un peu spécial. Et donc, bref, en soi, j'ai quand même. Enfin. J'étais prête à le faire dans le sens où déjà ça faisait plus de 2 ans qu'on était séparés. Donc tu vois, j'avais fait tout mon travail de thérapie et tout. Donc j'étais capable de raconter mon histoire, de le faire sans pleurer. En plus, j'avais commencé à témoigner et tout. Enfin bon, bref, j'étais à l'aise avec mon histoire et pourtant j'ai trouvé ça hyper dur. Donc j'imagine pas comment c'est pour celles qui sont vraiment pas bien et qui arrivent pas à aligner 3 mots sans pleurer, quoi. Enfin, ça doit être hyper déstabilisant. Et en plus, on te demande des trucs qui sont vraiment impossibles à répondre, du genre tu décris une agression sexuelle et on va te dire ok, mais dites-moi précisément, ça s'est passé où, c'était dans quelle pièce de la maison, vous étiez dans quelle position, c'était à quelle heure, vous portiez quoi. Enfin, tu sais, on te demande des trucs où genre pour certains faits, ça remontait à plus de 5 ans, tu vois. Tu t'en rappelles pas de tout, tu te rappelles de l'ambiance, de certains trucs, mais tu peux pas te rappeler de ces détails-là. Et du coup, t'as l'impression d'être en échec, en fait. T'as l'impression de te dire, je leur donne pas ce qu'ils veulent, du coup, en fait, on va pas me croire et tout. Donc, c'est vraiment pas du tout agréable. Et du coup, bon, à cette période-là, vu que j'avais commencé à témoigner publiquement, lui l'a su que j'en parlais.
Alors lui, je l'avais bloqué de partout, donc il m'a jamais recontacté. Par contre, c'est sa mère et sa sœur qui m'ont recontacté avec des faux comptes et tout, mais bon bref. Et donc elle venait m'insulter, me dire que j'étais une menteuse, enfin voilà. Et parce que après en fait j'ai appris vraiment le culot, j'ai appris par d'autres personnes, notamment d'autres filles avec qui il est sorti après, que il avait dit que c'était moi qui l'avais trompé. Ah mais vraiment le culot. Mais en même temps, ce genre de personnes, c'est jamais de leur faute. Ah mais vraiment. Même s'il trompe, c'est de ta faute. C'est à cause de toi, en fait, qu'il a trompé. Donc. J'étais choquée quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ah oui, quand même, genre là, ça va loin. Et puis, alors que, en plus, sa mère, elle savait très bien que c'était lui qui m'avait trompée et tout. Enfin, bon, bref. Mais bon, voilà. Mais les mamans comme ça, je sais plus comment on appelle ça, mais qui défendent trop leur fils, là, c'est bon. Bah, horrible. Franchement, horrible. Donc, bref, elles m'ont insultée et tout. Elles m'ont dit qu'elles avaient porté plainte pour diffamation et tout. Évidemment, elles l'ont pas fait. De toute façon, enfin, si elles l'avaient fait, ça aurait rien donné. Donc voilà, mais du coup je savais qu'il était au courant, donc c'était quand même un peu stressant. T'avais peur qu'il essaye de te retrouver enfin, t'habitais toujours au même endroit? Oui, j'habitais toujours au même endroit. Bah lui après il habite en campagne et tout, mais je sais qu'il vient sur Nantes, tu vois. Même encore aujourd'hui, je sais qu'il vient sur Nantes, donc Nantes c'est pas non plus énorme. Enfin, j'ai toujours peur en soi, j'ai pas envie de le croiser, tu vois. Je l'ai jamais revu depuis. Ça doit dater de 2019, la dernière fois qu'on s'est vu, genre 1 an après la rupture, parce que j'étais venue récupérer mon classeur de petite fille et tout le travail. Donc c'était la dernière fois que je l'avais vu, et après j'avais tout bloqué parce que je me rappelais et que je voulais plus le voir, quoi. Donc en soi je l'ai jamais revu depuis, donc bon, j'ai pas envie que ça arrive. Donc voilà. Et puis juste pour finir sur la plainte, on m'avait dit bah vous inquiétez pas, on vous recontactera l'été et tout. L'été passe, on me contacte pas. J'apprends par contre que ma plainte a été requalifiée. Donc de base c'était pour des violences conjugales avec viol, agression sexuelle, etc. Au final ils ont gardé que agression sexuelle. Donc ça c'est un truc qui est hyper commun parce que en gros viol c'est un crime et agression sexuelle c'est un délit. Donc en fait la plupart du temps ils essaient toujours de requalifier ça en agression sexuelle pour se débarrasser du plus compliqué, on va dire. Mais du coup en tant que victime t'es là, tu te dis bah ok, mais en fait agression sexuelle c'était que une des parties, donc en fait qu'est-ce qu'on fait de tout le reste? Donc c'est un peu frustrant, mais bon voilà. Et au final c'est l'été suivant qu'on m'a recontacté, donc j'étais en stage et on m'appelle, on me dit c'est la gendarmerie de tel endroit, donc direct je sais pourquoi c'est, et ils me disent bah voilà Monsieur Machin vient d'être placé en garde à vue, est-ce que vous pouvez venir pour une confrontation? Et donc moi à ce moment-là je bug dans mon cerveau, je me dis mais une confrontation c'est-à-dire? Il me dit bah en gros vous pouvez venir et défendre les faits, défendre votre version des faits et que lui en face vous réponde. Et là je me suis dit ah oui d'accord. Et en fait le truc c'est que je savais en fait ce que c'était une confrontation, mais pour moi une confrontation t'étais prévenu, tu vois, genre on te prévenait quelques jours à l'avance. Préparer, oui, c'est moins, ça, parce que c'est pas déjà faut pouvoir être disponible. Ensuite, psychologiquement, c'est pas anodin de revoir ton agresseur qui t'a détruit la vie pendant 3 ans, enfin voilà. Et puis bah même j'aurais voulu pouvoir réfléchir à si je voulais le faire ou pas, prendre une avocate, enfin faire tout ce qu'il fallait. Et là en fait, on m'a mis au pied du mur parce que j'ai dit mais faut que je vienne maintenant. Il m'a dit bah oui, maintenant. Mais en fait, moi j'étais en stage, j'étais à Nantes mais j'avais pas ma voiture et en plus de ça, enfin j'aurais pu pareil être à l'autre bout de la France, tu sais, ça aurait rien changé. Donc du coup, j'ai dit non, mais avec le recul, je me dis enfin je regrette vraiment ce moment parce que j'ai eu l'impression qu'on m'avait privé d'un droit, tu vois. En fait, on m'a pas laissé le choix parce que clairement, je ne pouvais pas venir et on m'a pas laissé l'opportunité de venir. Et du coup, bah, j'ai pas pu avoir cette occasion-là. Et il m'a rappelé vraiment 1 heure après en me disant, bah, c'est bon, c'est fini, la garde à vue est terminée, c'est classé sans suite. Et du coup, c'était pas allé. Bah oui, et puis enfin de toute façon, en vrai, au téléphone, je lui avais demandé est-ce que ça changera quelque chose et tout. Il m'avait dit non, mais la plupart du temps, les victimes viennent pas. J'étais là. Ok, en même temps, si vous les prévenez au dernier moment, ça m'étonnerait qu'elles viennent. Et non, bah ça a été classé sans suite. En gros, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a rien eu. Et puis moi, j'ai demandé au gendarme, je lui ai dit bah il vous a dit quoi et tout. Il a dit bah en fait, il a dit que oui, des fois, il était un peu insistant avec vous et tout, mais que c'est vous qui exagériez complètement. Et c'est tout, tu vois. Et du coup, c'est hyper frustrant parce que je me dis je suis sûre, parce que tu vois, vu qu'il a dit qu'il exagérait un peu et tout,
qu'il insistait un peu. Je suis sûre que si j'avais pu faire une confrontation en étant bien préparée et tout, en vrai, je suis sûre j'aurais pu le faire avouer certains trucs, parce que en vrai, moi, j'étais à l'aise avec la façon de le raconter, j'étais claire dans ma tête et tout, et du coup, moi, j'aurais été hyper cohérente, et lui, il l'aurait pas été, tu vois. Et du coup, peut-être qu'il aurait pu y avoir quelque chose. Mais bon, voilà. En soi, je me doutais que ça allait être classé sans suite, mais j'ai été hyper frustrée parce que je me suis dit, vas-y, genre, moi, en vrai, donc du coup, on était en 2022 quand ça a été classé sans suite. Je me suis dit, vas-y, moi, je l'ai rencontré en 2013. On s'est mis ensemble en 2015. 2015 à 2018, j'étais dans les violences. De 2018 à 2022, j'ai fait tout mon parcours de reconstruction, de dépression, stress post-traumatique, dépenser des thunes dans des psys, des machins, des... En plus, qui pas remboursé. Voilà, c'est ça. Et au final, lui, il est en garde à vue 1 heure, il dit, j'ai rien fait, il se barre. Enfin, tu sais, t'as ce non, truc ouais, mais c'est gros, en fait, oui, tu dis. Tu te dis, mais waouh. C'est 10 ans, là, mais à peu oui, près. c'est ça, c'était 9 ans de ma vie. T'as souffert, et lui, 1 heure. Mais oui. Et du coup, tu te dis, mais c'est tellement n'importe quoi. Et surtout que le gendarme au téléphone, il me dit, non, mais vous inquiétez pas, madame, s'il y en a d'autres qui portent plainte, là, il y aura quelque chose et tout. Et vraiment, mais moi, je me disais, mais enfin, c'est insupportable parce que je savais très bien qu'il y avait eu d'autres victimes. Il y avait eu la fille avec qui il m'avait trompé, entre guillemets, d'autres filles après avec qui il a été en couple qui m'ont dit qu'elles avaient vécu des trucs similaires. Sauf que ces filles-là, elles veulent pas porter plainte pour tout un tas de raisons, notamment parce qu'il y en a une où sa mère la menace. Bon, bref. Mais t'as fait se faire agresser. Comment ça, la maman? Oula, mais c'est quoi ça? Voilà. Il y a du beaucoup coup, trop de choses à faire. C'est ça. Et du coup, elles vont jamais porter plainte. Et en vrai, je les comprends. Et du coup, lui, il va s'en sortir comme ça, quoi. Comme d'habitude. Voilà. En fait, il faut attendre quoi? Qu'il y ait une qui meurt? En vrai, oui, clairement. Peut-être qu'il tombe enceinte aussi, je sais pas. Je sais pas. Mais du coup, voilà. Donc, ça s'est fini comme ça. Mais ça, c'est chaud parce que je me dis qu'en grandissant, il va faire pire. Ah, mais oui. En fait, là, pour moi, c'est un prédateur qui est dans la nature, là, en fait. Complètement. Et surtout que, en fait, je trouve ça vraiment dommage parce que, tu sais, moi, si on m'avait demandé en tant que victime ce que j'attendais aussi de ma plainte et tout, moi, je voulais pas qu'il aille en prison ou quoi que ce soit. Moi, j'aurais voulu que il soit formé sur les violences, qu'on lui explique, ça, t'as pas le droit de faire, ça, t'as pas le droit de faire, et tu vas avoir un suivi psychologique pendant je sais pas combien de temps, en fait. Et tu vas travailler sur ta colère et tu vas arrêter de la mettre sur les femmes avec qui tu vis, quoi. Alors, j'aurais juste voulu ça, moi, qu'on lui explique les choses. Qu'on lui explique, ouais. Et au final, la sensibilisation, quoi. c'est ça. Et au final, c'est sûr. Après, je me dis, j'espère qu'il va changer, mais vu qu'il a recommencé avec d'autres personnes, je suis pas sûre, quoi. Donc du coup, tu vis toujours un peu avec ce truc de te dire, non seulement il m'a fait du mal à moi, mais en plus il va faire d'autres victimes, donc c'est chiant. Mais oui, mais c'est pas fini, hein, tant qu'il sera en vie, que personne l'arrête. Mais ça va être pire, quoi. Ouais. Oh là là. Donc voilà comment ça s'est fini. Puis après, moi de mon côté, j'ai continué mon parcours avec Over the Rainbow. Là, j'ai plus trop le podcast parce que j'ai plus le temps, mais je me suis plus spécialisée du coup dans l'actualité vu que c'était ce que j'aimais à la base. Je voulais faire du journalisme. Donc voilà. Et du coup aujourd'hui, j'essaie d'apporter de la pédagogie sur tous ces sujets-là. Et du coup, je le fais aussi en établissement scolaire où là, je vais vraiment raconter mon histoire pour informer en fait les élèves sur déjà ce que c'est le parcours d'une victime, parce que souvent on a des idées reçues sur la figure des victimes, et puis comprendre ce que c'est les violences et tout pour savoir ce qu'on fait, si on est témoin ou si on est victime et tout ça. Donc voilà un peu où j'en suis aujourd'hui. Ok. Non, franchement, c'est frustrant, hein, ce que tu racontes. Franchement, je me dis, mais comment on peut être aussi insensible et laisser les choses comme ça et puis se dire, on classe ensuite et voilà, il se passe rien, quoi. Bah ouais, c'est rageant. Non, je jure, là, ma journée, là, non, je rigole. Non, je te jure, mais bon, c'est bien de le raconter et au moins ça permet de sensibiliser et de faire en sorte que ça ouvre les yeux aussi à d'autres femmes qui suivent ça. Et surtout le fait que, tu sais, on dit violence conjugale, mais c'est vrai que même moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais elle est jeune. Ouais. Est-ce que, justement, on classe aussi dans cette catégorie-là, enfin, le fait qu'on soit jeune, est-ce qu'on peut parler aussi de violence conjugale, même si on n'est pas marié? Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'à la base, le terme conjugal, normalement, ça désignait les relations entre époux. Voilà. Mais maintenant, en réalité, on désigne comme conjugal, enfin, notamment violence conjugale, les relations de manière générale. Ok. Donc effectivement, on peut parler de violence conjugale chez des très jeunes couples, même pas mariés et tout. Et des fois, ça commence vraiment très tôt. Enfin, moi, j'ai déjà des personnes auprès de qui je suis intervenue et tout, où des fois, c'est vraiment la première relation amoureuse où t'as 13 ans, tu tombes amoureuse d'un mec et il va te manipuler
manipuler, il va te séquestrer. Enfin, en vrai, il y a plein de choses où déjà ça se passe super jeune et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment important d'en parler et pas de se mettre des œillères en mode non mais ils sont jeunes, ils vont pas comprendre. Voilà. Exactement. Non, en réalité, faut pas être naïf. En vrai, enfin les agresseurs qui sont violents à l'âge adulte, ils l'étaient déjà à l'adolescence. Donc en fait, il faut au contraire prendre les choses le plus vite possible. Surtout que c'est pareil. Moi, j'ai une approche où quand je sensibilise et tout, j'essaie de pas non plus être trop culpabilisante pour les garçons par exemple qui se reconnaîtraient dans certains signes qu'ils commettent eux-mêmes. Dans le sens où en fait, je veux aussi faire comprendre aux gens que des fois tu peux avoir des comportements toxiques, mais tu sais toi t'es pas forcément dans un truc où tu te dis je suis quelqu'un de violent, mais juste t'as des comportements toxiques parce que des fois tu reproduis des trucs que t'as vécu ou parce que juste tu penses que c'est comme ça que ça se fait. Et du coup si tu t'en rends compte aussi tôt et que tu te dis ok là je suis beaucoup trop jaloux, je suis beaucoup trop contrôlant, je fais du chantage pour avoir des rapports, etc. Si on te prévient de ça et que tu t'en rends compte, bah en fait tu peux changer. Voilà, si ça vient de toi, et ben en fait il y a des solutions qui existent. Tu peux te faire accompagner par un psy, tu peux en parler à des gens qui sont spécialisés pour accompagner les hommes violents. Enfin, il y a des choses qui existent. Du coup, c'est important aussi de pas juste s'adresser aux victimes parce que c'est bien beau de parler aux victimes, mais il faut aussi parler aux agresseurs. Voilà, pour qu'ils comprennent que ce qu'ils font c'est pas normal et qu'il faut qu'ils se fassent aider pour qu'ils arrêtent quoi. Ok. Moi, j'avais une question qui a rien à voir parce que tu as dit que ton contenu était féministe. En fait, ça veut dire quoi être féministe? Parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas forcément. On a l'impression que c'est les femmes contre les hommes. Alors que je suis sûre et certaine que dans le fond, c'est pas ça. Est-ce que je pourrais juste expliquer qu'est-ce que c'est qu'être féministe en fait? Bah le féminisme pour moi c'est de vouloir que les femmes aient les mêmes opportunités que les hommes et qu'elles aient les mêmes droits, qu'elles aient les mêmes libertés et qu'en fait elles soient pas interdites de faire certaines choses parce que c'est des femmes. Donc en fait c'est juste lutter pour l'égalité. Donc en fait si t'es pas féministe, t'es juste sexiste en fait. Genre, c'est vraiment c'est l'un ou l'autre. Et quand tu dis égalité, c'est sous quel angle on va dire? Parce que déjà de nature la femme et l'homme, peu importe, on ne sera jamais en fait. C'est l'égalité sur avoir les mêmes opportunités, par exemple au travail, avoir les mêmes droits de manière générale dans la vie, et puis même par exemple dans les relations de couple justement, parce qu'on soit plus sur l'idée d'avoir un homme qui est au-dessus et qui contrôle et qui fait ce qu'il veut et voilà, et que la femme, elle s'occupe juste des gosses et qu'elle soit soumise au mari et à ses désirs. Non, c'est comprendre que même une relation de couple, ça doit avoir un fond féministe, voilà, pour que les personnes elles soient complémentaires, qu'elles se respectent les unes les autres, qu'elles respectent la liberté l'un de l'autre. Enfin voilà, tout ça c'est hyper important. Et du coup c'est pas contre les hommes, c'est juste. Mais je comprends qu'il y a certains hommes qui le perçoivent comme ça parce qu'en fait, clairement, ils ont l'impression qu'on leur enlève leurs privilèges. Mais oui, on vous enlève vos privilèges parce que c'est pas normal que vous ayez des privilèges. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme les privilèges des personnes blanches par rapport aux personnes noires. C'est pas normal. Donc oui, on t'enlève des privilèges, mais en fait, c'est normal. C'est pour que les autres en aient. Donc voilà, je comprends que ce soit pas toujours bien accepté, mais faut comprendre ce que c'est et juste se dire que ça devrait être normal, quoi. Et du coup, un homme peut être féministe. Oui, je pense qu'un homme peut être féministe. Après, je sais pas si c'est forcément à lui d'utiliser le terme féministe, mais par contre, il peut dire qu'il est allié de la cause et que il l'aide à sa manière. Donc après, quel est le rôle d'un homme sur le sujet? Là, je pense qu'il y aurait débat, mais pour moi, c'est pas de prendre tout l'espace et de venir crier plus fort que les femmes en manif. Ça, non, merci. Mais déjà sensibiliser ses amis, ses potes autour de soi, reprendre les hommes qui font des blagues sexistes par exemple. Enfin en fait, il y a énormément de choses qu'on peut faire au quotidien, notamment quand on est un homme, parce que c'est plus facile. Voilà, de reprendre typiquement on est dans un cadre admettons professionnel, t'as le gros lourdeau qui fait des blagues sexistes à une collègue, mais en fait, s'il y a une autre collègue qui s'interpose, on va lui dire "Ah non, mais toi la féministe de service, là l'hystérique, tais-toi et tout." Alors que si c'est un homme qui lui dit "Écoute, ta blague elle me fait pas rire." C'est sexiste et tout, bah là l'autre il va tout de suite un peu plus la fermer. Donc en fait c'est dans ce sens-là que les hommes ont vraiment un rôle à prendre et qui doivent être des hommes capables et montrer qu'ils sont capables de faire des choses bien et voilà de reprendre leurs amis et de les éduquer. Ok, alors
l'émission touche à sa fin. Je vais te laisser choisir une carte. Donc, il y a une petite question. Ok. Et tu vas y répondre. Ok, je peux pioche au hasard. Au hasard. Ok. Que dirais-tu à l'ancienne version de toi-même? Waouh. Ça, c'est une bonne question. C'est une super bonne question. En fait, l'ancienne version de moi-même, donc qui serait la version avant que j'ai vécu les violences, je lui dirais que elle est capable de s'en sortir et qu'il faut qu'elle ait plus confiance en elle en fait. Parce que je pense que ça vient vraiment de là aussi, de pourquoi est-ce qu'il y a tant de femmes en proportion parmi les victimes de violences, c'est que déjà on est très empathique, contrairement à beaucoup d'hommes malheureusement, et que aussi on manque de confiance en nous et que du coup on se fait beaucoup plus manipuler parce qu'on pense qu'on n'est jamais assez bien en fait. Donc genre juste faut avoir confiance en soi, faut savoir ce qu'on vaut et par contre je lui dirais quand même que faut pas qu'elle s'inquiète dans le sens où ça va aller plus tard. Parce qu'en fait il y a aussi ce truc de quand t'es victime de violence, t'as l'impression que ça y est ta vie elle est finie, tu vois. T'as l'impression que tu vas jamais pouvoir te reconstruire, que tu vas jamais pouvoir retrouver l'amour, etc. Donc ça, c'est vraiment un message que je veux faire passer, c'est de dire que si on a été victime ou si on est victime de violence, en fait, il y a plein de solutions qui existent. Il y a des assos pour nous aider, il y a des psys, enfin voilà, il y a vraiment des solutions. Et du coup, faut essayer de penser à ça et de penser à des images positives de victimes, de se dire que être victime, c'est pas la honte, c'est pas humiliant. Voilà. C'est juste, c'était pas de notre faute quand c'est arrivé. Et en fait, c'est pas parce qu'on a été victime que on va rien faire de notre vie, bien au contraire, et sortir un peu de ce cliché de la femme victime de violence, comme on voit dans les campagnes télé, qui est en train de pleurer dans un coin et qui est hyper faible et tout. Non, et qui se tait, qui dit rien, et qui subit. En fait, faut se dire non, les femmes victimes, il y en a partout autour de nous. C'est pas écrit sur leur visage et juste elles sont capables de faire des choses et tout. Donc, faut se raccrocher à ça. Ok, là c'est une très très bonne conclusion. Je vais pas poser plus de questions que ça. Franchement, merci beaucoup. C'était super enrichissant. J'ai beaucoup aimé notre échange. Moi aussi. Et pour terminer, est-ce que tu as un dernier mot ou est-ce que tu peux nous partager tes réseaux si on veut suivre tes actualités, etc. Bien sûr. Du coup, moi, mon réseau principal c'est Over the Rainbow. Donc OVAIRES. C'est bien ouvert, hein. C'est pas over. Hein. C'est ouvert comme les ovaires. Voilà, il y a un jeu de mots. Donc Over the Rainbow. Principalement sur Insta, aussi un peu sur TikTok, même si j'aime moins. Et voilà, si vous voulez suivre de l'actu, essayer de mieux comprendre justement toutes les thématiques féministes engagées et tout, intersectionnelles, je précise, ça peut être pas mal. J'essaie de rendre tout ça accessible à tout le monde. Non, le contenu il est top. Moi, j'en apprends beaucoup. Et franchement, c'est pour ça que je me disais, mais en fait, parce que moi, je sais qu'on me disait, oui, mais Lara, t'es trop féministe. Je dis, mais moi, je suis pas contre les hommes, en fait. Moi, je veux juste qu'on arrête de souffrir. Voilà, moi, j'en ai marre que les femmes souffrent, en fait. Dans tout, on souffre partout. Et moi, j'en ai juste marre de ça. Donc, si c'est ça, être féministe, alors oui, y a pas de problème. Moi, je suis féministe. Mais on en a marre. En fait, les femmes, on souffre trop et c'est trop. Merci beaucoup, Capucine. Franchement, j'espère que t'as apprécié. Oui, c'était trop bien. Et on se dit à la prochaine, hein. À la prochaine. Ok. Salut. Merci beaucoup les Nalidji d'avoir regardé cette émission. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux qui vont s'afficher ci-dessous. Et si, comme Capucine, vous voulez également venir nous raconter votre histoire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse qui va s'afficher ci-dessous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle émission. Ciao les Nalidji.